merci par avance à nos 3 intervenants pour faire le point sur quelque chose qu'on a assez peu vu finalement au PIDS, la question de la télé augmentée. Qu'est-ce qu'on augmente quand on parle de télé augmentée? Comment on crée de la valeur ajoutée? Quel type de valeur ajoutée? Et puis évidemment, avec les nouveaux outils ces dernières années, comment les choses sont-elles en train d'évoluer? On verra donc 3 éléments vous allez voir à la fois complémentaires qui vont permettre de poser ces questions, et je vais commencer par laisser la parole à Thomas Chesny, donc lead technical animateur chez Kinetix, qui va revenir un petit peu sur ces sujets-là. Bonjour tout le monde. Pour me présenter rapidement, j'ai travaillé presque une dizaine d'années dans les VFX à Montréal, et il y a un peu plus de 6 mois maintenant, j'ai décidé de un peu tourner la page sur les VFX et de commencer une expérience avec Kinetix, qui est une compagnie, une start-up plus exactement, dans laquelle on crée de l'animation, on crée un peu comme de la motion capture à partir d'une vidéo que vous enregistrez de vous-même, ou vous prenez en ligne, et vous récupérez un personnage animé en 3D grâce à ça. Donc je vais orienter ma présentation autour de la présence d'avatars digitaux en télévision, et on va pouvoir commencer. Si vous voulez, on va commencer avec une petite vidéo de Kinetix très rapide. Comme ça, vous allez vous faire une idée un petit peu de qu'est-ce qu'on fait. On peut commencer. Ok, merci. Vas-y, tu peux continuer. Donc rapidement, de quoi on va parler, de pourquoi et comment on arrive aujourd'hui à parler de télé augmentée. Je vais vous présenter quelques cas concrets avec des vidéos, notamment des vidéos que certains connaissent, qui vont beaucoup vous faire rire, je pense. Je vais vous présenter un travail sur qu'on a effectué, que j'ai effectué il n'y a pas très longtemps pour un documentaire sur le métaverse qui a été diffusé sur TF1. Et enfin, on va parler des enjeux et des défis de la télé augmentée. Donc tout d'abord, ce qui me semblait important de mentionner, c'est que au jour d'aujourd'hui, les jeux vidéo ont une place de plus en plus importante dans nos vies. Ils sont plus du tout perçus de la même manière, et les jeunes d'hier sont devenus les adultes de demain, pour qui il est devenu complètement naturel d'agir à travers un avatar, que ce soit dans un jeu vidéo ou de se représenter en ligne à travers un avatar. De plus, on entend parler de plus en plus dans divers sujets du métaverse, et à ce titre, la télévision essaie de trouver une manière de se positionner face à ça, et du coup d'offrir du contenu qui vient toucher les gens qui ont un intérêt pour le métaverse. Enfin, ça c'est un peu le rebond sur la table ronde qu'on a eue ce matin sur les petits budgets, gros effets. La création 3D n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui, et n'a jamais été aussi accessible qu'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on peut enfin avoir du contenu 3D presque temps réel, ou en tout cas dans des émissions de télé dans lesquelles on ne l'attendrait pas, comme justement le JT de TF1. Parce que c'est des temps de production qui sont très courts, et des fois on a besoin de faire beaucoup d'itérations, on a très peu de matériel avec lequel travailler, donc notamment ce qu'on développe chez Kinetix s'inscrit très bien dans la production de ce genre de contenu-là, et voilà. Alors, des cas d'usage que j'ai trouvé intéressants et avec lesquels ça fonctionne plus ou moins, vous allez voir que ça va par ordre de fonctionnement.
Le tout premier, c'est la Fox, qui est donc une grande chaîne américaine, qui a développé une émission de télé qui ressemble un peu à Masked Singer, le chanteur masqué, mais qui s'appelle Alter Ego, où en fait, du coup, c'est des chanteurs qui sont habillés avec un suit de motion capture dans une pièce avec de la motion capture optique, et qui, en fin de compte, font leur performance sur scène à travers un avatar digital qui design au préalable, etc. Et on peut du coup passer à la vidéo sur Alter Ego. This is unlike how we've seen people perform ever in the history of television. This is freaking nutty nuts. Fox is making television history and bringing you the world's first Avatar singing competition. This is Alter Ego. Look what we got here. Why do you feel like you need an alter ego? There's something about how I look behind this alter ego that I feel like it's held me back. Lost dreams and second chances are reignited when singers from all walks of life become the stars they've always dreamed of being. Look what we got here. What? Growing up, people always judged me by the way I looked and the way I sang, but I realized I don't have to be afraid. In front of some of the biggest names in music, will.i.am, Alanis Morissette, Rhymes, and Nick Lachey, as they search for the next generation superstar. I can't wait to meet the human beings behind these alter egos. An alter ego actually really helps me a lot in life. I like the hair. Yo, do that again, bro. With cutting-edge technology never before used on television, singers' alter egos will be transported through the lens onto a real stage with real backup dancers and a live audience. This alter ego is giving you just the invitation to step out and be even more of who you are. Are those Avatar tears? Yeah, man, for real. I think that's the beauty of this show is just you have no idea what's coming at you. Tune in for a special 2-night premiere of Alter Ego where dreams become reality like never before. Donc c'est en l'occurrence une émission qui a énormément de succès aux États-Unis, et on peut s'attendre à retrouver un équivalent très prochainement, je pense, en France. Je vais vous présenter alors, très rapidement. Je peux poser une question? Bien sûr. Cette émission, elle est vraiment en direct ou il y a quand même un peu de sécurité et elle est montée ensuite? Je pense que notamment, comme il y a des larmes qui sont ajoutées, les cheveux qui sont ajoutés, je pense qu'on n'est pas sur du direct à 100%, mais ça reste qu'on est sur des délais très très courts. Mais ok, d'accord. Réjeanne m'a prévenu. On reparlera du direct. Bon, après, on va essayer de couper les extraits, les passer un peu plus rapidement parce que c'est un peu moins percutant. On peut revenir juste sur la slide d'avant. Donc, on a aussi fait, je trouve, très intéressant. Et là, par contre, on est sur du direct. Le JT chinois de la chaîne chinois, d'ailleurs, c'est moi qui s'appelle comme ça, qui, du coup, fait intervenir directement des avatars digitaux pour présenter les news. Donc, j'ai un petit extrait. Je ne pense pas regarder jusqu'au bout, mais ça va vous donner une idée un petit peu du côté weird. Intelligence anchor. This is my very first day in Xinhua News Agency. My voice and appearance are modeled on Zhang Zhao, a real anchor with Xinhua. The development of the media industry calls for continuous innovation and deep integration with the international advanced technologies. I will work tirelessly to keep you informed as texts will be typed into my system, uninterrupted. I look forward to bringing you the brand new news experiences. Voilà, c'est un petit peu cringe, mais en tout cas, ça se développe et il y a un intérêt pour ça, puisque l'avatar existe toujours. Ils ont développé d'ailleurs un féminin à l'heure actuelle. Bon, alors, je pense qu'on va la skipper celle-là, mais j'avais un extrait aussi de The Voice qui nous avait présenté Kenji Girac en 3D, tel un jeu vidéo des années 90, mais ça reste que la tentative est là et on rejoint totalement la présence d'avatars digitaux. Il faut bien commencer quelque part. On ne réussit pas toujours du premier coup, mais en tout cas, on y est. Et enfin, on a donc le cas que je vais vous présenter tout de suite après, de TF1, où on a réalisé du coup un documentaire avec le journaliste que vous voyez à droite,
qui est passé un dimanche soir sur TF1 il n'y a pas très longtemps, il y a un peu moins d'un mois je crois, où voilà, il voulait expliquer à monsieur et madame tout le monde qu'est-ce que c'est que le métaverse, qu'est-ce qu'on en fait. Donc il a jugé bon de s'illustrer à travers un avatar qu'on a produit donc directement sur la plateforme, on a produit ces mouvements et qu'on a animé par nous-mêmes. Donc on peut passer à la slide d'après où je vais vous donner quelques infos sur le projet. Donc ce qui est intéressant, c'est que là on retrouve vraiment la problématique dont je vous parlais, ce qui sont des délais très très courts en télévision. Donc on a eu 3 jours pour produire 3 animations de 2 minutes au total et sur 6 personnages. Un studio d'animation traditionnel vous dirait bah non, en fait on ne peut pas faire comme ça. Mais nous on y voyait un intérêt justement de mettre en pratique ce qu'on était en train de développer. Donc ils nous ont envoyé un storyboard qui était pas trop mal, 3 vidéos de référence tournées sur green screen qui elles n'ont pas changé, donc ça c'est chouette, on est resté sur le contenu de départ. Donc ce qu'on a fait dans un premier temps, moi j'ai passé à peu près une journée à traiter les vidéos sur la plateforme, m'assurer d'en obtenir le meilleur résultat possible, à faire plusieurs tests, etc. Ensuite, je suis passé par un nettoyage de l'animation, donc sur un total à peu près 2 jours, et j'ai fait des corrections finales pour ajouter notamment l'animation des mains qu'on ne produit pas encore chez nous, pour une durée d'1 journée, ce qui nous a permis de rentrer dans les délais et d'envoyer un contenu qui était certes d'une qualité très 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 simpliste, mais en tout cas qui correspondait bien à ce que le journaliste avait en tête, qu'est-ce qu'il voulait pour habiller son contenu. Donc je vais vous donner un aperçu de tout ça. Je vous préviens, on n'est pas sur les standards de l'animation 3D classique, hein, mais bon, ça vaut ce que ça vaut et puis on va s'améliorer. Il n'y a pas de son, je suis désolé. Donc, quels sont les enjeux et les défis de ce sujet? Bon, bien entendu, la qualité du rendu global et de l'animation, on s'entend qu'on n'est pas encore à une qualité qui soit suffisante pour que l'œil avisé du téléspectateur soit satisfait, quand bien même ses attentes sont quand même inférieures en télévision qu'en film. Bien entendu, le sujet important, c'est la Uncanny Valley. Alors, est-ce qu'on décide de faire des avatars qui sont très stylisés, ou alors est-ce qu'on veut les rendre les plus humains possibles, ce qui va être très difficile. Également, apporter un contenu qui justifie l'intervention d'avatars digitaux, plutôt que d'être simplement un prétexte. Dans le cas de la Fox, ça semble justifié, mais on n'est pas loin. Et bien entendu, le fait que la technologie soit tout à fait accessible et que la création d'images soit libérée de contraintes. Merci beaucoup Thomas. Franck. Merci. On va changer de chaîne, si je puis dire, aller voir du côté de France Télévisions. Et là, c'est pas l'avatar qui est structurant, mais il y a beaucoup d'autres types de travaux en tant que graphiste. Là, en l'occurrence, oui, on se rejoint en tout cas, je rebondis et je me reconnais dans ce qui a été présenté. C'est-à-dire on a très très peu de temps, on a des outils, pas plus que ça, c'est vraiment limité. Là, ce que vous allez voir, alors je précise dès le départ, je travaille pour France Télévisions, mais tout ce que je peux dire n'engage que moi. C'est clair. Là, ce que vous voyez, à la différence de certains qui ripent, c'est-à-dire qui utilisent des images dont ils n'ont pas les droits,
Il s'agit là d'images de travail, donc ces images, vous ne les avez certainement pas vraiment vues. Il s'agit de tests, en effet, de réalité augmentée dont je suis un peu à l'origine, et je précise aussi avec une autre personne, qui est Christophe de Valambra, qui était donc journaliste à l'époque. Donc là, oui, tu peux faire rouler pour montrer voilà ce que ça donnait. C'est donc un document de travail pour voir la vraie problématique pour moi et pour Christophe, mais surtout pour moi, c'est comment ça marche. En fait, la réalité augmentée, c'est d'abord une mise en scène. C'est tout un travail de mise en scène. Alors, c'est vrai qu'on en a fait une sur l'opération Rosetta, où on a eu une grosse couverture média sur le numérique, plus du buzz. Ensuite, j'ai continué aussi sur des chaînes comme France Info. Il faut voir que France Télévisions, c'est très large, c'est très grand. Je travaille essentiellement donc pour France 3, France 2 et France Info. Mais je suis essentiellement rattaché à France 2. Donc pour revenir sur cette idée, c'est une mise en scène. La réalité augmentée, moi j'y crois, je suis très, très persuadé que ça va continuer à exister. Mais la première question qu'il faut se poser, c'est quoi un plateau et surtout c'est quoi un journal télé? Parce que je connais, pour avoir discuté avec Yannick Kézard, qui est le journaliste que vous avez pu voir dans la séquence d'avant de TF1, c'est vrai qu'un journal télé pose beaucoup de problèmes parce que c'est un lieu où on peut se poser la question, c'est-à-dire brusquement, on va créer une séquence de fiction dans un lieu où c'est le vrai qui prime. C'est-à-dire vous avez un présentateur, ce présentateur ne peut pas dire d'erreur. Si un présentateur annonce qu'un Premier ministre va démissionner et qu'il ne démissionne pas, le présentateur est démis de ses fonctions le soir même. Donc on est là pour regarder quelque chose où le vrai s'impose. Et donc tout le jeu de la réalité augmentée, c'est de bien comprendre comment ça marche, comment le présentateur ne peut pas intervenir. On a vu des échecs. On a vu un échec, c'était avec M. Pujadas, alors ils étaient sur la lancée, c'est-à-dire s'il y a eu du bruit, on en a parlé, donc ils ont voulu s'approprier une part de reconnaissance. Et donc M. Pujadas a insisté pour qu'une réalité augmentée, qu'il fasse partie de cette réalité augmentée. C'était donc un dinosaure qui passait au-dessus de sa tête, et on a vu donc M. Pujadas prendre les feuilles de papier, ses commentaires, les prendre et les mettre au-dessus de sa tête, et de faire comme si le dinosaure rentrait et passait pas loin de lui. Il a été ridicule, il a été complètement décrédibilisé. C'est-à-dire, il faut comprendre que le présentateur, que ce soit M. Pujadas, Mme Lapix et autres, ne peuvent pas participer à la réalité augmentée. Sauf, alors si on regarde le cas de TF1, le cas de TF1 est intéressant puisqu'à chaque fois que Yanni intervient, que M. Kézard intervient, eh bien, le présentateur ou la présentatrice, on coupe les lumières et on la met en arrière-plan. Il n'y a plus que Yanni qui est en direct. Après, il y a la relance. Et là, on voit le présentateur ou la présentatrice qui s'adresse aux journalistes. Mais c'est tout. France 2, il y a eu beaucoup d'incertitudes sur le rôle, en effet, du journaliste, du présentateur. Le seul cas où ça marche, c'est que le présentateur, maintenant, on appelle ça, alors ça a pris plus d'ampleur, on appelle ça maintenant le studio virtuel, et ça occupe tout l'espace. Donc on annule la scène de théâtre, qui est en fait la scène du 20h, c'est un petit théâtre, et on va la remplacer par une image virtuelle. À partir de là, le présentateur est décorrélé en fait, de son lieu, de son rôle, et là, il peut intervenir, il peut se déplacer. Mais c'est très compliqué. Et on voit que petit à petit, cette mise en scène a été... on la pondère. La dernière fois, je crois que c'était M. Delahousse et M. Châteauneuf qui sont venus commenter une maquette de Notre-Dame de Paris. C'était bien fichu, ça marchait bien. Mais justement, il y a toujours un peu de distance. Mais c'est la grosse différence entre le petit théâtre de France 2 et le petit théâtre de TF1, c'est qu'en effet, le présentateur, soit il est à l'extérieur, soit il est introduit, mais avec beaucoup de douceur. On le met quand même à une certaine distance. Pourquoi il y a cette différence? Eh bien, globalement, avec
Christophe de Valambra, nous avons écrit ce que l'on appelle une ligne éditoriale. Autrement dit, pour les générations futures, nous avons écrit le contexte clair, précis, de quel pouvait être le discours et quelle pouvait être l'attitude des différents protagonistes lors d'une réalité augmentée. Eh bien, celle qui est utilisée, enfin qui est à court à TF1, c'est celle qu'on a écrite de base. En effet, c'est celle d'origine, alors que celle qui est maintenant utilisée à France Télévisions lors du journal de 20h, c'est plutôt celle utilisée par Nicolas Châteauneuf et la cellule donc temps réel, graphique temps réel. Merci Franck. Donc on a vu déjà 2 exemples qu'on va compléter à travers cette fois-ci une manifestation sportive qui devient un véritable show. Donc Olivier, explique-nous un petit peu comment tu as travaillé. On va lancer la vidéo mais sans son ou alors un son très faible. Pas tout de suite en fait. Juste pour introduire, parce que Trimaran ici est plutôt connu pour les VFX. On a 2 départements à Trimaran. Un département donc d'effets visuels pour la fiction, cinéma et télé. Donc chaque année, on essaye d'avoir un film nommé. On a eu des prix. Cette année, on était juste nommé en catégorie fiction télé. Et puis, on a aussi un département broadcast, en fait, d'habillage pour la télévision qui existe depuis des années. En fait, on fait ça pratiquement depuis le début de Trimaran. Et on a travaillé avec Franck pour France Télévisions, on travaille encore avec France Télévisions, on est en train de travailler pour les élections présidentielles et législatives. Et là, après donc avoir vu Thomas qui présentait un truc plutôt intéressant là, à la Fox, donc sur des émissions de flux, de variété, Franck qui présente ce qu'il fait pour l'info. Là, je vais présenter ce qu'on a fait tout à fait récemment pour la chaîne Discovery. Donc là, c'est une chaîne américaine, mais c'est la branche Eurosport en Europe, donc qui est un show sportif qui se passe dans des vélodromes. Il y avait un tour européen donc, avec 4 étapes et dans lequel on a essayé, enfin c'était la demande d'Eurosport, ils voulaient vraiment faire un show avec de la lumière, avec du projection mapping, avec des LED et avec de la data et avec de l'ARA. Et donc Trimaran a été en charge de toute la data, timing et tracking pour faire l'acquisition de la data et de la mise à l'antenne de cette data, à la fois de manière classique en habillage et en réalité augmentée. Donc on va rouler la vidéo et je vais parler dessus. Donc voilà, là c'était le début du show qui est en projection de mapping. On est dans un vélodrome, donc c'est en indoor. La piste fait à peu près 250 mètres et le show dure 3 heures, donc c'est complètement direct. Et il y a 30 courses qui s'enchaînent de vélo, avec des courses où c'est du sprint, ils sont 3 à sprinter en faisant 3 tours, et des courses qui durent 34 tours où ils sont 18. Donc c'est extrêmement rapide, l'enchaînement est très rapide. Et donc on a titré toutes les courses avec... en fait, un habillage en réalité augmentée avec une synchro sur une caméra qui est une cable cam, donc une caméra qui est sur des fils, sur des câbles. Et puis, il y avait l'affichage de la data. Là, c'est à la fin d'une course un résumé de data. Là, on est dans un autre template en RA pour afficher les vainqueurs. Donc on avait filmé et détouré les 72 participants. En fait, évidemment, il faut faire ça très très vite. C'est le même problème, c'est qu'ils sont filmés la veille de la course et il faut les détourer à toute vitesse. Et donc on avait une série de templates différents en RA, donc avec un moteur Unreal, synchrone sur la caméra XD Motion. Et la vraie difficulté là, c'est l'enchaînement. C'est qu'on est en direct pendant 3 heures et on va passer en gros une centaine de templates en RA, plus tous les autres templates graphiques qui sont synchrones avec la data de tracking ou la data de timing. Et tout ça doit être synchrone et parfaitement timé pour être en phase avec la demande du réalisateur. Et c'est là où en fait il y a une difficulté terrible, c'est qu'on ne peut pas être en retard. En fait, c'est tout de suite. Ça doit marcher, ça doit être fiable.
Et dès qu'on est en RA, effectivement, sur une caméra, c'était une caméra XD Motion, la Cable Cam, on a découvert lors du premier... De la première course, qu'en fait la caméra était capable de faire enchaîner 18 360 degrés en continu et que ça nous posait des problèmes de désynchronisation, de calage 3D, du monde 3D de la caméra. Et c'est des choses qu'on découvre presque en direct, il faut recaler en direct. Et tout ça est assez compliqué. Donc je pense qu'on a fait quand même un travail graphique avec l'ensemble des équipes. Il y avait une centaine de personnes pour produire ce show, de qualité. C'était une première, et a priori, on va continuer avec Eurosport Discovery l'année prochaine pour essayer d'en faire beaucoup plus, et en particulier de décliner les templates graphiques pour que ce soit encore plus dans l'espace et plus intégré, avec plus de variations et de scénarios. Je pense qu'on peut arrêter la vidéo là. Merci beaucoup Olivier. Alors on va peut-être poser quelques questions et après laisser la parole à la salle. Franck en particulier, donc on a vu quelques images de ton travail. Il faut recréer une image qui n'existe pas, qui manque en lien avec le journaliste. Est-ce que tu as des sujets, selon toi, qui se prêtent mieux à la réalité augmentée? En particulier peut-être revenir sur Rosetta, parce que manifestement la diffusion de la séquence a été assez marquante. Est-ce qu'il y a des sujets qui s'y prêtent? En fait, on a été amené à essayer toute une palette de sujets. C'était notre mission. Clairement, tout ce qui est c'est lié en fait aux journalistes et à l'approche. Il faut voir que c'est vraiment le journaliste qui donne le ton. Et donc, Monsieur Langlais, par exemple, c'est pas un homme de l'image. C'est vrai que les journalistes, il y a un travail en tant que graphiste, vraiment de maïeutique. Il faut vraiment l'aider à accoucher pour trouver les bons visuels, les bonnes images. Parce que très rapidement, je me suis retrouvé avec un journaliste qui me disait on va faire le réchauffement climatique, je serai sur la banquise et il y aurait des rayons du soleil et que la glace, elle fondrait. Je lui ai dit j'espère que tu vas t'habiller en noir parce que sinon on va rien voir. C'est-à-dire c'est blanc sur blanc avec un ciel blanc, quoi. Ça va être un peu pauvre. Et c'est vraiment, il y a tout un travail en tant que graphiste qui est un peu compliqué. D'un autre côté, expliquer qu'un char d'assaut ne peut pas se déplacer dans les rues de Gaza, on me l'a demandé, en effet, mais aussi visuellement, c'est très complexe, très difficile comme image, et c'est difficile. C'est vraiment tout un travail, un ensemble de mise en scène et de travail graphique, et surtout d'avoir des gens qui sont en effet des gens du verbe et pas de l'image. Et là, c'est compliqué, mais compliqué. N'est-ce pas, Christophe? Oui, c'est pas facile. C'est pas facile. Et après ça, il faut la mise en scène. C'est même si on s'est rencontrés, puisque les images que vous avez pu voir, c'était avec ton système et la première caméra asservie qu'on utilisait. C'est vrai qu'on ne peut pas se le permettre en fait sur un plateau. Les sciences, oui, ça marche parce que on peut montrer un détail et tourner autour, on a un peu de temps. Mais dès qu'il s'agit d'écho, là, brusquement, on est dans de l'information, du flux d'infos, où on n'a plus du tout la main sur la caméra, les mouvements d'appareil. Non, ça devient compliqué. Olivier, on voit que Trimaran a une certaine expérience de plusieurs années sur le sujet. Comment tu as vu les technologies évoluer et pour arriver à ce qu'on a vu tout à l'heure? Ça a énormément bougé, même si je dirais, j'ai quelques notes là, les bases restent à peu près les mêmes. Je dirais ça doit faire plus de 20 ans qu'on parle de décor virtuel, de Virtual Set. La réalité augmentée, la première fois qu'on l'a fait, c'était avec Franck dans le journal de France 2. Donc c'était l'installation d'un système, c'était en 2011. Donc c'est... Oui, mais en RA, au quotidien, dans un journal télé, c'était effectivement sur France Télé, je pense. Et donc, c'était il y a plus de 10 ans. Donc, le principe de ces systèmes, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un moteur graphique qui est synchrone avec une caméra qui envoie des datas de tracking, donc de positionnement. Et pour un décor virtuel, on est sur fond vert. On était sur fond vert, maintenant, il peut y avoir du LED. Et puis, pour la RA, on incruste par-dessus, éventuellement on fait des masques, voilà. Et
Je dirais, oui, les premiers systèmes, c'était dans les années 90. Moi, je me souviens qu'on a bossé avec un Frost de Digital Discrete, voilà, fin 90. C'était la première expérience de 3D temps réel en direct, c'était sur TF1, pour du sport d'ailleurs. C'était c'était sur des opérations élections et sport. Dans les années 2000, il y a eu deux systèmes qui sont apparus, un Orad et Viserté, qui ont vraiment qui sont devenus dominants sur le marché, et un système français hybride, voilà, qui était notre partenaire, sur lequel nous on a construit notre offre et avec lequel on a travaillé avec France Télévisions. En 2007, on avait fait pour France Télévisions, et c'est là que j'ai retrouvé Franck. C'était le programme Point Route de présentation de l'infotrafic, avec des développements assez complexes pour faire toute la carto en 3D de l'infotrafic dans un décor virtuel sur fond vert. Et puis on avait fait ce journal de France 2 pour Pujadas avec les premiers scénarios ultra simples où on faisait apparaître sur le desk de Pujadas de l'info, le chiffre du chômage ou le chiffre de la bourse, ou un graphique pour montrer l'évolution de l'inflation. Voilà. C'était des choses assez simples. Même moi, d'un point de vue scénarisation, je me souviens d'avoir proposé des scénarios qui avaient été bloqués parce que c'est très très compliqué, France Télévisions, l'info chez France Télé. La prise de décision est très très compliquée, et donc ça avait même bloqué des scénarios qui me semblaient très intéressants à proposer en fait. Et tout est très lent. Et puis chez France Télé, je me souviens pour la RA, en 2011, on a formé 20 cadreurs à utiliser les caméras robotisées d'Hybrid MC, et on a formé 25 opérateurs au système pour que ça puisse être opéré en interne en fait. Et je peux vous dire que c'est lourd, parce qu'il y a de la résistance en fait, évidemment. Et puis les années 2010 sont venues, donc il y a de nombreux autres fournisseurs de techno qui sont arrivés, il y a Ross en particulier. Et puis il y a un basculement en fait à partir de 2015, 2016, 2017, c'est l'arrivée d'Unreal, de solutions basées sur les moteurs Unreal. Donc c'est Zero Density qui est le premier système qui est arrivé, mais tout le monde s'y est mis en fait. Et aujourd'hui, tous les moteurs sont à base d'Unreal. Donc Orad, qui est avide, a un moteur avec Unreal. Voilà. Et nous, on a acheté, on travaille pour le show qu'on a fait pour Discovery, c'est avec un moteur Unreal sur un packaging de Chiron en fait, qui est le moteur Prism VSAR en fait. Mais bon, c'est le même moteur que partout, quoi. Et globalement, les parties touchy en fait, c'est le tracking des caméras. Et là, il y a eu d'énormes progrès entre il y a 20 ans. Et même il y a 10 ans, les solutions de caméra de tracking étaient peu fiables. Il fallait les resynchroniser régulièrement. Et il y avait plein d'oscillations. Enfin voilà, c'était compliqué. Et il y a deux choses qui ont fait que ça s'est extrêmement fiabilisé. C'est les optiques, elles sont traquées par les constructeurs. Canon, ils livrent des flux de data directement qui sortent de leurs optiques, au lieu de mettre des roues qui codaient les mouvements de l'objectif. Et puis les têtes sont robotisées avec des moteurs pas à pas qui sont devenus hyper fiables en fait. Donc aujourd'hui, on a vraiment des grues, des têtes robotisées, même les cable cam, ça marche super bien et c'est très très fiable. Et la deuxième chose, c'est au départ, je me souviens très bien quand on faisait les choses pour France Télé, l'information qu'on récupérait des caméras, eh bien c'était une information codée. Chaque constructeur, chaque fabricant proposait son encodage avec je dirais même pas une API, mais voilà, en gros, il fallait éplucher, essayer de comprendre et pour pouvoir transformer ça en coordonnées 3D dans le monde dans lequel on faisait le rendu ensuite en temps réel. Et aujourd'hui, tout le monde exprime directement les infos dans un repère 3D qu'on peut intégrer dans un moteur 3D temps réel
sans vraiment de difficulté. Donc ça, c'est un vrai progrès et qui permet de fluidifier le travail. La dernière chose, c'est le retard. Ça, c'est un élément complexe à traiter. C'est qu'effectivement, un moteur 3D, ça prend un petit peu de temps pour faire le rendu. Éventuellement, le flux de data, il prenait aussi un peu de temps pour être envoyé et être interprété. Et donc, tout cela faisait du retard. Et le retard a été plutôt autour de 6-7 images, 8 images pendant longtemps. Et donc ça posait des problèmes pour un présentateur qui présente le journal, qui parle. Et donc, il faut soit retarder la vidéo, soit... La solution hybride, elle était assez maligne parce qu'en fait, les caméras étaient robotisées et en fait, l'info qui était envoyée au moteur était envoyée de mouvement était envoyée avant d'être envoyée à la tête caméra. Et donc, en gros, il n'y avait pas de retard. Mais c'est un système qui a un peu disparu. Mais il y avait une originalité d'un système français qui permettait d'éviter de retarder la vidéo. Voilà, la révolution d'aujourd'hui, c'est Unreal. C'est effectivement ces moteurs qui sont beaucoup plus spectaculaires en termes de shader, de rendu, de puissance, et qui permettent de gérer de la particule, de gérer des effets. Voilà, on commence à avoir des outils pour faire de la qualité, l'animation aussi, très important. Et on est au début. On est au début parce qu'on voit bien la qualité d'image qu'on a vue, même chez nous, c'est encore... on va pouvoir faire beaucoup mieux. Et là, je vais terminer juste par rapport aux écrans LED, et la virtual production. À Trimaran, on s'intéresse à ça. On est sur un projet sur lequel on travaille pour un pilote, où on va tester en LED avec un moteur effectivement Unreal. Et toute la problématique, c'est d'arriver vraiment à faire des images d'une qualité qui se rapproche de celle qu'on sait faire avec nos outils 3D classiques et du compositing dans Nuke. Voilà. Alors on voit qu'il y a de plus en plus de possibles finalement avec les nouveaux outils. Thomas, par rapport à l'avatar, comment tu vois finalement les développements? Est-ce que c'est des choses que vous êtes en train de travailler aussi à Kinetics, peut-être en lien avec l'intelligence artificielle, sans teaser la masterclass suivante? C'est un domaine dans lequel on est pionnier. On a quelques concurrents qui sont ailleurs en France, aux États-Unis, ailleurs en Europe ou même en Asie. Mais ça tient sur une main. Les gens ou les compagnies aujourd'hui qui décident d'investir là-dedans et de développer ce système-là, parce que on est vraiment dans les balbutiements. On ne sait pas encore avec certitude où est-ce que l'intelligence artificielle, le deep learning, le machine learning sera capable de nous amener. Est-ce que la qualité sera assez intéressante? Est-ce qu'on ne va pas se faire dépasser par une autre approche? Mais je pense qu'il faut... comment dire, il faut se dire que aujourd'hui, comme tu l'expliquais, Christophe, la nécessité de former, de s'équiper lourdement pour être capable de produire ce contenu-là, c'est ce qui nous freine de plus en plus à faire des essais, à l'adapter à différents programmes. Donc, normalement, en tout cas, nous, c'est quelque chose qu'on est en train de développer et on n'est pas les seuls là-dedans. L'intelligence artificielle devrait de plus en plus se rendre en temps réel et on devrait être capable au fur et à mesure de se défaire de certains outils techniques qu'on est encore contraint d'utiliser et qui nous limitent énormément ou même qui font que des fois la qualité finale n'est pas au rendez-vous. Donc je pense fortement, en tout cas moi je le sais que c'est des développements qu'on est en train de faire. Il y a toujours des trade-offs, des compromis qui doivent être faits quelque part pour être capable d'avoir du vrai temps réel à l'heure actuelle. Mais je pense avec certitude qu'on va y arriver. Nous, en tout cas, on est vraiment juste au tout début de ce qu'on est capable de faire dans l'analyse de mouvement. Les mouvements que vous avez vus là, du coup, qui sont très simplistes, qui ne sont pas d'une qualité top, mais on les a eus très rapidement. Nous, ce qu'on promet, en tout cas sur la plateforme, c'est en l'espace d'une vidéo d'1 minute, vous êtes capable de récupérer son animation en l'espace d'1 heure, ce qui mettrait des semaines à un studio d'animation à produire. Donc, on s'améliore sans cesse, on va forcément produire l'animation de plus en plus rapidement et une qualité toujours meilleure. Je peux poser une question? Mais cette plateforme, en fait, le modèle, c'est plutôt un modèle pour faire des animations pour des usages grand public ou
ou à inventer, ou ça s'adresse aussi à des studios VFX qui pourraient faire de la motion capture pour pas cher en fait? C'est la première question que j'ai posée en arrivant chez Kinetix. C'était au début notre public cible, les VFX et l'animation 3D. Et puis tranquillement, on s'est rendu compte qu'on était en train de construire un outil qui pouvait servir à bien d'autres créateurs de contenu qui n'ont pas simplement à destination le film ou la télévision. Donc tout ce qui est YouTube, TikTok, Instagram ont des besoins énormes également en création de contenu, mais par contre ont des délais également très courts. Donc c'est pour ça aussi que le sujet de la télé augmentée nous rejoint directement sur ce qu'on fait. Donc on est en train d'élargir complètement les outils qu'on offre chez Kinetix pour rejoindre un plus large public, tout en améliorant la qualité. Donc c'est un peu mon rôle justement chez Kinetix de pousser les gens dans la bonne direction, parce qu'on a une grosse équipe de développement d'une dizaine de personnes qui viennent de grandes écoles d'ingénieurs et qui sont très focusés sur les mathématiques, sur le développement de programmes, mais au final peu sur la qualité, l'esthétisme du produit final. Donc moi justement je viens les orienter là-dessus et leur dire non, un animateur 3D il va pas vouloir que son personnage il soit comme ça. Donc détachez-vous des fois un petit peu de l'image pour vous rapprocher de l'esthétique et avoir un produit final qui soit plus intéressant. Donc je dirais que notre public cible initial, qui aujourd'hui n'est plus celui-ci puisqu'on voit plus large, le redeviendra plus tard au fur et à mesure que la qualité s'améliorera. J'ai aucun doute, du coup je l'ai pas expliqué, mais à Montréal j'étais chargé de projet en match move et en roto animation, donc c'est marrant parce que les caméras en tracking temps réel, moi je le faisais à la main et ça m'a toujours passionné de me dire ça existe, il y a des systèmes pour le faire automatiquement qui certes n'arrivent pas au niveau de détail qu'on va chercher dans un film, forcément aussi on a plus de temps donc on le dédie à cet endroit-là. Mais je me suis dit, voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir automatiser tout ça et le rendre plus rapide voilà. Mais il y a des plateformes de roto maintenant qui marchent plutôt bien. Hein. Alors nous, on parle de roto-animation. Non, mais là, je sais bien que vous êtes sur un autre secteur. Mais les plateformes de roto de base, on utilise régulièrement et ça marche super bien. Oui, tout à fait. Et c'est de mieux en mieux, en fait. Donc... je suis persuadé que votre plateforme, si vous arrivez à résoudre un maximum de problèmes, il y a un jour où ça deviendra hyper intéressant. La profondeur est extrêmement complexe à approcher. Alors Franck ? Oui, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, moi j'ai un souci avec... Alors, on est là en train de parler de panoplie d'outils, etc. Mais surtout dans la reproduction photoréalistique. Et franchement, moi je suis dans le cadre de l'info, du didactique. Et s'il y a bien une chose que j'ai évacuée dès le départ, c'est la reproduction du réel. C'est-à-dire, je suis en train de parler d'une mission Rosetta avec un satellite, machin, etc. Mais je ne me sens pas du tout obligé, en tant que graphiste, de faire du photoréalisme. Je fais au contraire une image graphique satisfaisante. C'est-à-dire, on n'est plus du tout dans un univers d'ingénieur comme on pouvait l'être il y a 20 ans quand on me sortait des logiciels, où on est toujours en train d'être fasciné par la reproduction d'une carnation. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui va m'intéresser, c'est être au plus près de l'image que l'on a d'un personnage et au plus près de l'idée qui est en train d'être communiquée. Donc je sens que dans cette démarche-là, je suis plus près de mon travail de graphiste et non pas de magicien ou de VFX. J'ai essayé justement de me replacer dans ce contexte-là, dans cette orientation. Dernier contexte, parce que c'est aussi un peu oublié, c'est pas forcément connu, c'est l'audience. Un journal télé, c'est 4,5 millions tous les soirs de personnes. TF1, c'est 5, voire 6. Donc c'est des chiffres assez énormes quand même. C'est quand même, il y a un pouvoir de l'image qui sort un peu du contexte. Oui, mais moi je pense qu'en ce moment, enfin c'est ce qu'on vit tous les jours, c'est qu'on est quand même, la demande de nos clients, la demande du public, c'est d'aller vers des choses magiques, des choses fantastiques, des choses formidables. Et je dirais dans les VFX, c'est ce qu'on fait. Et quand tu parles d'audience, mais Le Sceau du Diable, le film pour lequel on a truqué 240 plans pour TF1, qui était en sélection avant-hier, il a fait 6,4 millions sur TF1. Donc c'est encore plus qu'un journal en fait. Et donc on se doit, à mon avis,
de faire les choses les plus réalistes possibles. Et tu vois, Rosetta, tu pourrais aussi avoir un autre point de vue et envisager de venir sur le plateau en présentant le satellite hyper bien modélisé, voilà. Et je suis persuadé que ça finira comme ça. C'est-à-dire ce qu'attend le public, c'est quelque chose où l'image, elle est effectivement waouh. C'est l'effet waouh que nos clients recherchent. Discovery, quand ils sont venus nous voir, ils voulaient un effet waouh. Et c'est compliqué parce qu'ils se mettent dans la tête des trucs de malades. Ils ne se rendent pas compte des contraintes qui sont majeures, surtout quand on est vraiment en direct et qu'il faut enchaîner, et qu'il faut tout fiabiliser, et qu'on n'a pas tout l'argent qu'on veut. Hein, donc il faut qu'on rentre dans le budget. Et là, je suis bien d'accord. En effet, c'est un discours de fond que nous, on a en réunion sur qu'est-ce que tu veux. Est-ce que tu veux un effet waouh ou autre chose? Et c'est la première approche, la première marche. Ça revient sur le côté ludique, vrai, où est-ce qu'on place le curseur? Est-ce que Thomas voulait je voulais rebondir sur ce que tu disais, Franck, c'est extrêmement vrai, c'est une très bonne stratégie de remettre au centre la question du graphisme et pourquoi est-ce qu'on produit l'image de cette manière-là. C'est l'un des enjeux que j'ai expliqué dans ma présentation. Surtout éviter la Uncanny Valley, la vallée dérangeante, où on crée un personnage qui est presque aussi vrai qu'un humain, mais en même temps assez éloigné pour en être du coup perturbant pour le téléspectateur. Là où on essaye de s'en détacher, et je pense qu'il faut nuancer au niveau de l'animation, et je pense que c'est ce que font Pixar et Disney depuis des années. Ils restent sur des personnages très stylisés, mais si on porte attention à l'animation, on a la plupart du temps une animation qui est extrêmement réaliste, d'une finesse proche du réel, qu'on va après designer pour cartooniser, pour styliser davantage. Dans le cadre d'un JT, si on veut se rapprocher du réel, autant utiliser un hologramme, si on veut faire apparaître un autre journaliste. Pourquoi le faire en 3D ? Oui, l'animation est l'élément clé en fait. Hein. On peut donner la vie avec une représentation extrêmement simplifiée. C'était l'Uncanny Valley, ça commence avec des allumettes. On fait des petits personnages en allumettes, en pâte à modeler, mais c'est tellement bien animé qu'ils vivent. Et tout le monde y croit. Alors, photoréaliste ou pas photoréaliste, nous, on est aussi en direct. Donc, pour respecter le direct, est-ce qu'on peut éventuellement avoir une ou deux questions dans la salle? Si on peut avoir la lumière, un micro. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires, questions par rapport au débat qui est en train d'avancer? Sur la télé augmentée, c'est possible, c'est limite aussi, on n'a pas évoqué tant que ça les limites, si ce n'est qu'il faut du temps et que c'est compliqué aussi à gérer en termes de data, ça c'est une certitude. Alors Pierre Hénon au premier rang. Oui, alors ça éloigne peut-être un peu de l'ARA, mais c'est ce qu'a dit Franck au début sur le présentateur. Moi, ça m'étonnait un peu de dire, quand tu dis le présentateur, il doit rester en dehors de la réalité augmentée, parce que cette réalité augmentée, si je me rappelle bien, tu n'as pas beaucoup montré d'images, c'est dommage. Elle est présentée par un journaliste, qui est un journaliste spécialisé sur l'économie ou sur le spatial. Or, lui aussi, à mon avis, encore plus presque le présentateur, qui d'ailleurs dit souvent des conneries sans être viré, le journaliste spécialisé, lui, il se doit d'être dans l'exactitude. Et lui, tu admets qu'il soit dans le faux. Tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait. Je comprends, mais c'est vrai que le format table ronde ne me permet pas non plus d'établir, ou en tout cas de présenter. Donc je vais revenir sur ce point de détail. Il y a, en ce qui concerne la RA, il faut considérer que le plateau du 20h se transforme en salle de théâtre, en plateau de théâtre. C'est-à-dire il y a même des règles qui ont été définies comme le 4e mur, c'est-à-dire c'est Brecht qui avait défini ça. C'est-à-dire qu'on est en train de regarder un spectacle, mais en même temps on est à l'extérieur de ce spectacle. Et les gens qui sont sur le plateau, en l'occurrence le présentateur et le chroniqueur, ont des rôles comme au théâtre, particulièrement bien définis. Le présentateur est bien la seule personne qui s'adresse à moi, qui me regarde et qui m'interpelle en me disant « aujourd'hui, nous sommes tel jour ». Le chroniqueur, lui, passera son temps à s'adresser au présentateur,
On sent qu'il y a un rôle qui est clairement défini, qu'il y a vraiment une mise en scène, une théâtralisation du 20h, ou en tout cas d'un journal télévisé. C'est valable pour toutes les chaînes. En l'occurrence, lorsqu'il s'agit d'introduire quelque chose qui n'existe pas, eh bien, on se rend compte que le présentateur va se mettre légèrement en retrait. Le journaliste, lui, par contre, le chroniqueur, va commencer d'abord par utiliser un vocabulaire qui est ce qu'on appelle un vocabulaire dynamique, en disant « regardez », en faisant des gestes, en utilisant du vocabulaire approprié, mais surtout des gestes qui vont créer une pseudo-interactivité, d'où réalité augmentée, en disant « voilà ». En faisant « voilà », on fait apparaître un système solaire, des cailloux, je ne sais quoi, ou une sonde. Il joue le magicien. C'est quand même extraordinaire parce que je rappelle qu'un journal télévisé, c'est un journal d'information. Donc, a priori, il n'y a que du vrai. Dès qu'on commence à rentrer dans une notion de théâtralisation ou de cinéma, on passe sur quelque chose d'étrange. C'est plus le même discours. Il y a du mensonge. C'est pas vrai. À partir de là, le présentateur, lui, reste en recul. Il n'est là que pour regarder le spectacle, entre guillemets, du chroniqueur. Parce qu'il faut bien, à un moment donné, rappeler que le journal, c'est un journal d'information, un journal qui dit vrai. Lorsque je parlais tout à l'heure de M. Pujadas, c'est ce qui avait été mis dans la ligne éditoriale et qu'il n'a pas respecté, bien fait pour lui, eh bien, quand il a commencé à simuler un événement, à croire ou à concourir à cet événement de théâtre, eh bien, il a été ridicule. Il s'est posé dans une situation ridicule. Ça a bien été compris, puisque maintenant, on ne fait plus. Dans aucun cas de figure. Le seul cas de figure qui se présente, en tout cas sur France 2, c'est le déplacement, et on va aller se rejoindre le plateau virtuel. Donc, on a bien cette transition intellectuelle du journaliste, du présentateur, vers un monde fictif. Voilà. Oui, enfin bon, ça nous entraînera trop loin. On pourrait discuter aussi si ce monde-là est plus fictif que les images le journal, qu'on voit dans tout le journal. Bah, non, parce que quand il annonce que ce soir, vous n'avez plus le droit de sortir, à partir de minuit, en période de pandémie, c'est pour ça qu'il y a eu une grosse actu, bah, quand il annonce vous n'avez plus le droit de sortir à minuit, bah, tu ne sors plus à minuit. Ouais, mais ça en impose. Alors, éventuellement une toute petite dernière question. Eh bien, sinon, on va remercier chaleureusement nos 3 intervenants pour cette table ronde. Merci. Merci. Et donc, à la suite, sur la question du vrai et du faux, laisser la parole à une étude d'un cas incroyable, Hôtel du Temps, avec Rodolphe Chabrier et Thierry Ardisson.